Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du The Holistic Podcast, un podcast pour t'aider à guérir, t'aligner et rayonner. Et aujourd'hui, on va parler du jeûne intermittent, si c'est réellement un miracle pour ta santé ou une bombe hormonale. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cet épisode? Déjà, ce que dit la science sur le jeûne intermittent, mais aussi ce que dit l'Ayurveda, les préconisations, l'impact concret sur le corps, sur les hormones et des alternatives quand il y a besoin. Tu as probablement déjà entendu parler du jeûne intermittent ou toi-même tu l'as essayé. Et il y a plein de promesses autour du jeûne intermittent. Permet de perdre du poids, de perdre la graisse abdominale, de réduire l'inflammation, de mieux gérer la glycémie, de réduire les ballonnements. Que de promesses. Mais déjà, qu'est-ce que dit la science? Déjà, il faut savoir que la majorité des études sur le jeûne intermittent ont été faites sur des hommes. Et effectivement, sur les hommes, le jeûne intermittent a montré de nombreux bienfaits, notamment une meilleure gestion de la glycémie, une perte de poids, pas de ballonnement et même parfois une réduction de l'inflammation. Et même une réduction du cholestérol. Mais alors, qu'en est-il chez la femme? Les études montrent que les résultats, et notamment les bienfaits chez la femme du jeûne intermittent, sont beaucoup plus nuancés. Une étude menée en 2005 par Elbron et Hall, par exemple, a montré que, effectivement, chez les hommes, le jeûne intermittent permet une amélioration de la gestion de la glycémie, alors que chez la femme, ceci va la détériorer. Car le jeûne va perturber les hormones de la faim et de la satiété, la leptine et la ghréline, provoquant parfois chez certaines femmes plus de compulsions alimentaires. Et d'autres études ont prouvé que le jeûne intermittent peut avoir un effet négatif sur la fertilité, notamment parce que le jeûne va provoquer des variations de LH et de FSH. Et donc pourquoi cette différence entre les hommes et les femmes? Parce que les femmes sont beaucoup plus sensibles aux signaux de privation énergétique. Et donc, dès qu'une femme va sauter un repas, ceci va faire rentrer le corps de la femme tout simplement en mode survie, en mode privation. Car le corps de la femme a besoin de suffisamment de réserves énergétiques pour sa fertilité et donc pour toutes les fonctions féminines. Or, en cas de privation énergétique, le corps va rentrer en mode survie et donc il va allouer l'énergie qu'il a allouée à la base à la reproduction et donc au bon fonctionnement notamment du cycle menstruel, à d'autres fonctions qui sont plus nécessaires à la survie du corps. La reproduction n'étant pas nécessaire à la survie à ce moment-là. Et donc, quel est le lien entre le jeûne intermittent, le cortisol et le mode survie? Il faut bien comprendre que quand on va sauter un repas, par exemple quand on ne va pas manger au petit déjeuner, donc c'est un des jeûnes intermittents possibles, ne pas manger le petit déjeuner ou ne pas manger au dîner. Donc par exemple si on ne mange pas au petit déjeuner, le corps lui il va être habitué et je vais vous expliquer ensuite pourquoi il a besoin que l'on mange au petit déjeuner, mais le corps voilà il est habitué à manger au petit déjeuner. Du coup quand d'un coup vous allez arrêter de manger, de prendre un petit déjeuner. Qu'est-ce que le corps va déclencher? Il va se dire, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'on est en famine, parce que quand même l'instinct de survie de l'homme, c'est quand même de chercher à manger, de se nourrir. Donc quand il n'y a plus d'aliments qui viennent aux horaires habituels, le corps va se dire « Ah mince, ça veut dire que peut-être on est en famine. Et donc si on est en famine, je dois faire des réserves énergétiques parce que je ne sais pas quand est-ce que sera le prochain repas. » Parce que dites-vous que vous, si vous faites du jeûne intermittent, si vous décidez volontairement de sauter un repas, votre corps, lui, il ne sait pas qu'en fait vous vous affamez entre guillemets de façon consciente et de façon voulue. Lui, il va activer le mode survie. Il va se dire, oula, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon environnement, je n'ai plus assez à manger, donc je dois faire des réserves énergétiques et surtout, je vais préserver l'énergie, allouer l'énergie que je réservais à des fonctions secondaires, telles que la reproduction, telles que la fertilité, et je vais allouer ces ressources à des fonctions beaucoup plus primaires, parce que je vais réserver cette énergie et l'allouer par exemple au fonctionnement du cœur, au fonctionnement du cerveau, au fonctionnement des muscles qui sont du coup nécessaires à la survie, le système reproductif n'étant pas nécessaire à votre survie. Et donc, qu'est-ce que cela signifie avoir le mode survie activé? Donc, le mode survie, c'est le système sympathique. Donc, je vous rappelle, on a le système nerveux parasympathique qui va être responsable de toutes les fonctions de reproduction, de digestion, etc. Et cet état est activé quand on est plus dans un état de relaxation, de lâcher prise, etc. Et on a le système nerveux sympathique qui lui va être
plus activé, donc c'est clairement le mode survie, et donc ça va être activé quand le corps a le sentiment qu'il est en danger. Donc ça peut être causé par du stress, et le stress peut venir de votre travail, un conflit au travail, ça peut venir des deadlines au travail, ça peut venir des transports en commun, du métro, ça peut venir de votre alimentation. Si vous stressez votre organisme en, par exemple, ne mangeant pas assez de féculents, alors que le corps a besoin de glucides pour nourrir ses mitochondries, les mitochondries étant des cellules qui produisent l'ATP et donc l'énergie du corps. La principale source d'énergie du corps, ça reste les glucides. Donc si vous ne consommez pas suffisamment de glucides ou si vous sautez des repas ou si vous mangez à heures irrégulières, le corps va activer le mode survie parce que vous allez créer de l'imprévisibilité. Et le corps, lui, le mode survie, en fait, quand est-ce qu'il se sent en sécurité? Il se sent en sécurité quand il a des routines, quand il sait qu'à telle heure, il va manger, qu'il sait qu'à telle heure à peu près, il va dormir, etc. On n'est pas à 30 minutes, 1 heure près, bien sûr, mais le corps aime ça. C'est comme vous, en fait. Si, par exemple, vous allez travailler et qu'un jour, le matin, on vous dit au réveil, ah ben finalement, aujourd'hui, tu seras dans le 17e. Oh, puis demain, en fait, tu seras à Lyon. Ah ben ce matin, je t'ai pas dit, mais tu dois partir à Londres. Qu'est-ce que ça va vous faire? Tous ces changements à la dernière minute, sans qu'on vous ait prévenu, sans rien du tout. Ça va vous causer du stress. Eh bien, dites-vous que votre corps, même si vous, mentalement, vous ne subissez pas de stress, mais tous les changements que vous allez introduire dans votre routine, dans vos horaires de repas, dans votre alimentation, eh bien le corps va le vivre comme un stress. Il va le vivre comme un changement et il va se dire « Ah ok, mais qu'est-ce qui se passe? On est en train de changer mes besoins, de plus répondre à mes besoins potentiellement, de changer mes habitudes. Ok, mais qu'est-ce qui se passe? Du coup, j'active mon mode alerte, j'active mon mode survie. Parce que je ne sais pas où on va, je ne connais pas le planning, moi, et du coup, je préfère faire des réserves énergétiques plutôt que de tout gaspiller et tout simplement de m'écrouler. Et donc le mode survie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une sécrétion de cortisol. Pourquoi? Tout simplement, la sécrétion de cortisol va permettre de libérer plus de sucre dans le sang. Il faut savoir que le cortisol, et c'est aussi d'ailleurs pour ça que le cortisol et donc le stress qui provoque un pic de cortisol, donc l'hormone du stress, va provoquer une prise de poids. C'est parce qu'en fait, le cortisol est une hormone hyperglycémiante. C'est-à-dire que son rôle, ça va être d'aller récupérer le sucre qui est stocké dans votre organisme, notamment parfois dans les muscles, le libérer dans le sang pour que les mitochondries, entre autres, puissent attraper cette source de sucre et produire de l'ATP, qui est la première source d'énergie du corps. Et donc ça, c'est très bien quand, par exemple, vous êtes en situation de stress. Quand il y a un événement qui surgit, ça veut dire que vous allez avoir plus d'énergie qui va être produite et plus d'énergie qui va être produite et libérée dans les muscles, dans le cœur pour vous permettre de vous mettre en mouvement. Par exemple, vous êtes poursuivi par un ours en forêt, et bien votre corps va sécréter plus de cortisol pour produire plus d'ATP et donc envoyer cette énergie à vos muscles pour que vous ayez plus d'énergie pour courir, tout simplement. Mais si cet état de stress, il est permanent, si tous les jours, en fait, votre corps se sent en mode survie et doit produire du cortisol, qu'est-ce que ça va faire? Déjà, ça va dérégler votre glycémie. Vous allez donc avoir plus de compulsions alimentaires, par exemple. Beaucoup de femmes se rendent compte qu'elles ont de la graisse abdominale et elles ne comprennent pas pourquoi elles n'arrivent pas à la perdre. Il faut juste comprendre que, en fait, c'est le mode survie qui est activé. Le corps de la femme, lorsqu'il est en mode survie, comme je vous disais, il va stocker l'énergie. Et il va la stocker sous forme de graisse et il va la stocker du coup au niveau du ventre. Ça va être sa petite réserve énergétique pour survivre en cas d'imprévu parce qu'il a l'impression que il y a trop de changements, il y a trop d'imprévus et du coup, il veut être prêt à réagir à tout moment. Et donc ceci va également dérégler vos hormones parce que le cortisol dérègle bien sûr la glycémie sur le long terme, donc l'insuline, mais va dérégler également les androgènes, la FSH, la LH et les oestrogènes. Résultat, votre corps va couper tout ce qui n'est pas nécessaire à sa survie, c'est-à-dire la fertilité par exemple. Ceci va provoquer donc des cycles irréguliers ou une absence de cycle, une ovulation pas super ou même pas d'ovulation du tout et des troubles hormonaux. Et dans votre quotidien, ça peut vous impacter parce que ça va provoquer plus de fatigue, une perte de libido ou encore
des sautes d'humeur, une humeur qui est très instable. Maintenant qu'on a vu ce que disait la science, qu'est-ce que dit l'Ayurveda sur le jeûne intermittent? Comme tout, le jeûne n'est pas adapté à tous les doshas. Donc pour le dosha Vata, je vous rappelle que Vata, c'est les éléments air et éther qui dominent. Le jeûne intermittent va provoquer plus de troubles digestifs, notamment des ballonnements, de la constipation également, mais ceci va provoquer aussi de l'anxiété, plus d'insomnie et plus de fatigue nerveuse. Manque de concentration également, manque de motivation. Pour Pitta, donc les éléments feu et eau dominent, le jeûne intermittent va provoquer plus de colère, d'impatience, d'irritabilité et d'inflammation. Donc c'est là où vous allez avoir plus de risques d'avoir de l'inflammation chronique. Alors ça, je vous rappelle, là je parle des signes de déséquilibre par dosha. Juste, je vous rappelle que nous avons les 3 doshas en nous et que ça ne veut pas dire parce que, par exemple, vous êtes Pitta dominant que vous ne pouvez pas avoir d'anxiété. Et ça ne veut pas dire que si vous êtes Vata dominant, vous ne pouvez pas avoir d'inflammation chronique. Et par contre, pour Kapha, donc Kapha, c'est les éléments eau et terre. Et donc Kapha est caractérisé par un métabolisme qui est beaucoup plus lent. Donc, en fait, le jeûne intermittent va venir donner plus d'énergie, entre guillemets, en tout cas va stimuler Kapha et va lutter contre les déséquilibres potentiels de Kapha. Donc les déséquilibres potentiels, ça peut être la prise de poids, ça peut être la léthargie, la rumination, la dépression ou encore les lourdeurs digestives. Et donc ça ne veut pas dire parce que Kapha supporte mieux le jeûne intermittent que tous les Kapha doivent absolument faire du jeûne intermittent. Encore une fois, on a les 3 doshas en nous et il faut rester attentif aux symptômes que vous avez, aux signes de déséquilibre. Et donc à quel dosha ces signes de déséquilibre se rattachent et quel dosha en vous est déséquilibré. C'est pas parce que vous êtes Kapha dominante que vous n'avez pas potentiellement de signes de déséquilibre ou de Vata. Et dans ce cas-là, le jeûne intermittent ne sera pas adapté. Et donc oui, selon l'Ayurveda, comme pour tout, le jeûne intermittent n'est pas adapté à tous les doshas. Le jeûne intermittent va devoir être appliqué en fonction de ton dosha, de ton énergie, mais aussi de tes signes de déséquilibre, dont le cycle menstruel. Est-ce que tu as des cycles équilibrés de 28 jours avec des règles normales, etc., une bonne ovulation, ou est-ce qu'il y a des déséquilibres au niveau de l'ovulation? Est-ce qu'il y a des cycles irréguliers? Est-ce qu'il n'y a pas de règles, par exemple? Voilà, tous les éléments, en fait, vont être à prendre en compte. Il ne faut pas se focaliser, en fait, sur le fait que ok, je suis tel dosha dominant, du coup, ça, le jeûne intermittent, c'est bon pour moi ou c'est pas bon pour moi, du coup, je le fais ou je le fais pas. Il faut prendre en considération la totalité. Et d'ailleurs, je sors bientôt ma formation en Ayurveda, si vous voulez en savoir plus. Donc c'est une formation qui est hyper complète, la plus complète en français, et qui va vraiment vous permettre d'adapter votre hygiène de vie en fonction de votre dosha, mais pas juste ça, de vraiment comprendre en fait le fonctionnement du corps, le fonctionnement des énergies dans votre corps selon les principes de l'Ayurveda et selon les principes modernes, parce que je recoupe aussi avec bien sûr les neurosciences. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire dans la newsletter, donc le lien est en description, pour bénéficier des préventes et des tarifs Early Bird. J'ai déjà parlé de l'impact sur les hormones féminines, mais ce ne sont pas les seules qui vont être impactées. Déjà, comme je vous ai déjà dit, le jeûne intermittent va impacter votre cycle menstruel, c'est-à-dire vous pouvez avoir des cycles plus longs ou plus courts ou des troubles d'ovulation et voire pas de règles, une aménorrhée hypothalamique. Car ça va provoquer baisse d'oestrogène, baisse de progestérone, syndrome prémenstruel, irritabilité, SOPK, endométriose, etc. Mais ce dont on parle moins, c'est également l'impact du jeûne intermittent sur la thyroïde. Effectivement, le jeûne intermittent va impacter la conversion T4-T3, provoquant fatigue, frilosité, mais également prise de poids. Donc, si tu souffres de SOPK, endométriose, syndrome prémenstruel, troubles de la thyroïde, stress chronique, le jeûne intermittent n'est pas fait pour toi et ça va aggraver tes symptômes. Mais alors, quelle est la réponse à la question « Ok, est-ce que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée ?» Déjà, il faut savoir que le petit déjeuner, n'est pas le repas le plus important de la journée. Le déjeuner est le repas le plus important de la journée parce qu'entre 10h et 14h, on est sur les horaires doshiques Pitta, c'est-à-dire que l'ani, le feu digestif, est à ce moment-là le plus actif.
Concrètement, cela signifie que c'est le moment de la journée où vous allez assimiler le plus de nutriments, le plus des vitamines, le plus les protéines, le plus les acides aminés, etc. Donc le repas que vous prenez entre 10h et 14h, qui est souvent du coup le déjeuner, doit comprendre le plus de nutriments. Il doit être le plus complet et ça doit être votre repas donc le plus riche de votre journée. Cependant, le petit déjeuner donc n'est pas à négliger. Donc là, on parlait du coup de tous les inconvénients en fait du jeûne intermittent, mais concrètement, quel est l'impact aussi dont on ne parle pas, même si en fait vous n'avez pas de dérèglement hormonal ou de problème de fertilité. Pourquoi il est important de manger au petit déjeuner? Tout simplement parce que votre corps, toute la journée, va produire des neurotransmetteurs. Et le matin, entre 6h et 10h, vous allez produire de la dopamine. Mais attention, cette dopamine, pour être produite, donc pour rappel, peut-être que vous ne savez pas, c'est normal d'ailleurs, la dopamine, c'est du coup le neurotransmetteur qui va être responsable de tout ce qui est motivation, énergie, vitalité et concentration dès le matin. Et donc, cette dopamine, pour la produire, le corps a besoin de tyrosine. Et la tyrosine, donc c'est un acide aminé que l'on va retrouver dans les aliments. Par exemple, l'avocat, les œufs, la banane, le cacao. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je bois du cacao tous les matins, au cas où vous n'avez pas regardé mes stories. Mais voilà. Et du coup, ces aliments-là sont source de tyrosine. Il y en a d'autres, hein. Vous pouvez vérifier la liste des aliments. Mais du coup, ces aliments-là sont riches en tyrosine et c'est l'apport en tyrosine entre 6h et 10h du matin qui va vous permettre de produire de la dopamine. Et donc, toutes les personnes qui ont du brouillard mental, des problèmes de concentration, un manque de motivation, eh bien, ok, ça peut être un état mental, mais c'est le plus souvent également un dérèglement au niveau de la production de la dopamine. Et donc, dans ces cas-là, le jeûne intermittent n'est clairement pas recommandé. Il faut manger votre petit déjeuner pour avoir de la dopamine en quantité suffisante et donc juste être plus performante. Parce qu'également, si vous améliorez votre concentration, vous allez être beaucoup plus productive au travail, par exemple, vous allez finir plus tôt, etc. Et c'est d'ailleurs pas la seule hormone qui nécessite des apports alimentaires pour pouvoir être produite. C'est pareil pour la sérotonine. La sérotonine, elle est essentiellement produite entre 16h et 18h. Et l'acide aminé qui va être précurseur de la production de sérotonine, ça va être le tryptophane. Et donc, consommer des aliments riches en tryptophane entre 16h et 18h, donc par exemple les amandes, la banane, le chocolat. C'est d'ailleurs pour ça que dans les traditions, on mange quelque chose de sucré entre 16h et 18h, parce que le sucre en plus permet de mieux assimiler le tryptophane et donc de produire plus de sérotonine. Et la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur, mais c'est aussi le précurseur de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Et la mélatonine, plus vous allez produire de sérotonine, et donc en mangeant plus de tryptophane, vous allez produire plus de sérotonine et donc vous allez produire plus de mélatonine, et qui dit plus de mélatonine dit un sommeil beaucoup plus réparateur. Donc voilà, maintenant vous savez pourquoi il est important de manger au petit déjeuner, dans quel cas il faut éviter le jeûne intermittent. Mais cependant, je veux apporter une petite nuance sur le jeûne. Car déjà, on fait toutes en fait du jeûne intermittent. Donc pourquoi se rajouter des contraintes de ne pas manger au petit déjeuner ? La nuit, vous jeûnez par exemple. Entre votre dîner et votre petit déjeuner, vous avez un jeûne. Si vous voulez augmenter votre fenêtre de jeûne, c'est-à-dire augmenter la durée de votre jeûne, il vaut mieux en fait dîner plus tôt. Et ça, je vois beaucoup de personnes, et c'est d'ailleurs très mauvais pour la santé, j'en parlerai dans un prochain épisode sur le foie, mais beaucoup de personnes mangent tard ou mangent des aliments que l'on ne peut pas manger le soir, parce que ça va impacter la détox de l'organisme et le bon fonctionnement du foie, qui est un émonctoire, qui est l'organe détox du corps par excellence. Donc autant l'utiliser plutôt que de faire des détox qui vont être beaucoup plus agressives, alors qu'en fait il suffit juste de donner les bons nutriments au bon moment à son foie. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui mangent tard le soir, qui mangent des aliments qui ne sont pas appropriés le soir et qui, du coup, forcément, le matin au réveil, ne vont pas avoir faim. Et donc, vont se dire « Ah ben, j'écoute mon corps et je ne mange pas. » Ok, mais en fait, écouter son corps quand il est dans un état de déséquilibre, c'est pas vraiment lui rendre service. Mais il vaut mieux plutôt investiguer. Et au lieu de se dire « Ah ben, j'ai pas faim le matin, je ne mange pas », ok,
quelle est la cause en fait de ce je n'ai pas faim le matin. Il peut y avoir plusieurs causes. Comme je vous disais déjà, un dîner qui est inadapté, soit trop tard, soit trop riche en protéines animales, soit trop riche en sucre. Mais ça peut être également un pic de cortisol. Quand on a trop de cortisol le matin au réveil, ça nous coupe l'appétit également et donc on ne va pas avoir faim. Et donc au lieu de se dire « Ah ok, j'ai pas faim le matin, tout simplement je ne mange pas », dites-vous « Ok, quelle est la cause du fait que je n'ai pas faim le matin? Qu'est-ce que j'ai mangé la veille au soir ? Est-ce que c'était ok? Est-ce que c'était pas ok? Est-ce que j'ai mangé suffisamment tôt? Est-ce que j'ai eu le temps de digérer pour que mon foie détoxifie mon organisme ?» Si vous mangez après 20 heures, votre corps n'aura pas le temps, votre foie n'aura pas la capacité en fait de détoxifier votre organisme. Et donc vous allez accumuler des toxines dans votre organisme. Et donc le matin, vous allez vous réveiller avec ce sentiment d'être un peu plus lourde, un peu plus pâteuse. Et donc clairement, vous n'aurez pas faim. Vous avez même envie de choses comme du jus de citron ou du jus de vinaigre à jeun parce que vous avez l'impression que vous êtes en surcharge et que vous avez besoin d'éliminer. Et donc ce sentiment de surcharge, il est vrai. Ensuite, les modes d'élimination ne sont pas adaptés, ça, on en reparlera, mais voilà, ce sentiment, il est vrai. Quand vous mangez trop tard le soir ou des aliments qui ne sont pas adaptés, votre corps va être en surcharge hépatique et même votre organisme va être en surcharge de déchets qui vont être produits toute la journée et qui ne vont pas être éliminés la nuit par votre foie, tout simplement parce que vous lui avez donné trop d'aliments à digérer. Donc voilà, s'il y a bien quelque chose à retenir, c'est pas « Oh ok, je n'ai pas faim le matin, du coup je ne mange pas ». Mais je n'ai pas faim le matin égale « Ok, signe de déséquilibre potentiel. Pourquoi je n'ai pas faim le matin ? Est-ce que j'ai trop de cortisol ? Est-ce que c'est un problème avec mon dîner ? Est-ce que c'est un problème au niveau de mon foie ? Etc. Investiguer, trouver la source et rééquilibrer. Au lieu de vous dire « J'écoute mon corps quand il est dans un état de déséquilibre ». Parce que je l'ai fait, je suis passée par là et je vois des femmes qui passent par là et qui veulent bien faire en mode j'écoute mon corps et qui au fil des années vont aggraver les déséquilibres en pensant bien faire et du coup elles vont pas savoir, elles vont pas se rendre compte qu'est-ce qui pose réellement problème en fait. Et donc au lieu de jeûner, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider votre corps à mieux fonctionner, être plus à l'aise sans pour autant le forcer à s'épuiser. Et donc quand je dis être plus à l'aise, en fait, c'est que le jeûne intermittent, il est souvent utilisé dans un objectif de perte de poids ou même pour réduire les ballonnements. Et il y a beaucoup de femmes en consultation gratuite aussi qui me disent « Ah mais moi je mange pas le matin parce que du coup je suis pas ballonnée ». Oui, forcément. Mais si vous ne mangez pas le midi, vous ne serez pas ballonné non plus. Si vous ne mangez pas le soir, vous ne serez pas ballonné. Si vous passez des journées entières à ne pas manger, vous ne serez jamais ballonné. Est-ce que pour autant c'est la solution ? Je ne pense pas. La solution, ce n'est pas de se priver de manger parce qu'on a des troubles digestifs. La solution, c'est de trouver, ok, qu'est-ce qui cause mes troubles digestifs? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon alimentation? Est-ce que c'est les aliments que je consomme? Est-ce que c'est les associations alimentaires que je fais? Est-ce que c'est les moments où je les consomme? Et ça, c'est important avant de se dire « Ah ok, j'arrête de manger pour pas être ballonné ». Oui, forcément, vous n'allez pas manger, vous allez oui perdre du poids, oui pas avoir de troubles digestifs. Pour autant, est-ce que c'est pérenne? Non. Et une solution en santé, elle ne fonctionne pas si elle n'est pas pérenne. Et ça, je vois beaucoup de personnes qui me disent « Ah mais le jeûne intermittent, ça fonctionne ». Ok, est-ce que c'est pérenne toute ta vie? Est-ce que, voilà. Donc, si une solution en santé n'est pas pérenne, que vous ne pouvez pas l'appliquer toute votre vie, tous les jours, alors non, ce n'est pas une bonne solution. Et donc, pour avoir les bienfaits du jeûne sans les inconvénients, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, dîner plus tôt et plus léger. Pas de protéines animales le soir et on évite de manger après 20 heures. Donc les grignotages devant les séries, etc. Occasionnellement, toujours pareil, ça fait partie d'un équilibre. C'est ok si vous allez au cinéma, que vous prenez des pop-corn, etc. Même si le maïs est très inflammatoire d'ailleurs. Mais voilà, de temps en temps, c'est ok. Mais au quotidien, il faut s'habituer à, ok, à 20h, maximum, j'ai fini de dîner. Il n'y a pas eu ni protéines animales, ni sucre, notamment fruits, desserts, etc. Ensuite, des repas qui sont aussi plus stables pour la glycémie. Donc des repas qui contiennent suffisamment de fibres, des bons gras et des protéines. Le soir, je parle qu'il faut éviter les protéines animales. Rien ne vous empêche de consommer des protéines végétales. Tout ce qui va être pois cassés, pois chiches, lentilles. Et il y a plein de recettes. Par exemple, avec les pois chiches, vous pouvez faire des pancakes de pois chiches, vous pouvez faire du houmous. Il y a des pâtes à la farine de pois cassés ou à la farine de lentilles. Vous pouvez faire du dal, des soupes.
Et justement, si vous avez mangé le matin votre petit déjeuner, vous aurez moins faim le soir. Et ça, je vous assure, essayez, mangez, prenez un petit déjeuner si vous n'avez pas l'habitude. Et ça n'a pas besoin d'être hyper copieux. Juste vous mangez quelques amandes, deux noix du Brésil ou quoi que ce soit si vous n'avez pas faim au début. Mais voilà, et de manger le matin, en fait, vous allez réguler toutes vos hormones tout au long de la journée. Et ce qui fait que votre corps va se rééquilibrer et donc il ne va pas beaucoup manger, vous n'allez pas beaucoup manger le soir parce que vous aurez moins faim le soir. Parce que le corps, lui, il ne cherche pas à se faire un repas gargantuesque le soir. Lui, il veut, comme vous, aller se coucher, se reposer. Il ne veut pas prendre 6 heures à digérer le fromage que vous avez mis dans vos pâtes ou la cuisse de poulet que vous avez mangée. Il veut dormir. Voilà, à 22 heures, le corps doit se détoxifier. Donc, il veut faire la détox et faire comme vous, aller dormir, aller se reposer. Il n'a pas envie de passer des heures à digérer ce que vous avez ingurgité. Donc, dans le fonctionnement normal du corps, quand il est à l'équilibre, il ne va pas vous pousser à manger le soir, à avoir trop faim. Par contre, si vous n'avez pas mangé suffisamment dans la journée, pas assez de nutriments notamment, et pas au bon moment de la journée, comme je vous disais, on produit des hormones à chaque moment de la journée différent, avec des besoins spécifiques, et bien dans ce cas-là, effectivement, votre corps va déclencher plus de faim le soir. Mais toujours pareil, ça ne veut pas dire qu'il faut l'écouter, ça veut juste dire qu'il faut constater un état de déséquilibre. Pour conclure, le corps, il n'a pas besoin de solutions extrêmes pour la santé. Il a besoin vraiment de douceur, d'écoute, de compréhension, mais pas juste d'aggraver les déséquilibres, vraiment de chercher à comprendre, aller plus loin. Observez vos signaux et demandez-vous, ok, au lieu de dire « Ah ben j'ai ce signal, ben du coup je fais ça, j'écoute mon corps », mais essayez vraiment de comprendre quel est le message. Pas juste d'appliquer des conseils un peu trop commun et parfois même contradictoire que l'on voit sur internet ou qu'une amie a testé, etc. Écoutez votre corps. C'est le seul moyen de vraiment le rééquilibrer. L'écouter et le comprendre. Essayez de comprendre ces signaux. Et il n'y a rien de tel en fait que soit de se faire accompagner, soit de s'éduquer, de lire, de faire des formations ou quoi que ce soit pour comprendre les signaux si vous avez du mal. En tout cas au début, ça peut vous permettre d'enclencher le processus de compréhension. Donc avant d'appliquer des conseils qui peuvent être extrêmes, posez-vous les questions. Ok, est-ce que déjà cette solution, elle est pérenne sur la durée? Est-ce que je me vois faire ça toute ma vie? Exemple du régime keto par exemple. Est-ce que ça soutient mon cycle? Est-ce que ça ne fatigue pas mes surrénales? Est-ce que ça ne provoque pas de stress? Est-ce que ça soutient mes hormones autres que les hormones féminines? Et est-ce que ça soutient mon énergie, mon sommeil? Voilà, posez-vous ces questions avant de faire quelque chose pour votre santé. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager ou laisser vos questions en commentaire. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter pour être au courant de la pré-vente de ma formation Ayurveda. Et si vous voulez un accompagnement plus personnalisé, je vous invite à prendre déjà une consultation gratuite. Tous les liens sont en description. N'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast pour ne pas louper les prochains épisodes.